Alors nous allons voir maintenant comment le théorème de Bezout peut se calculer explicitement. Donc on va prendre l'exemple des entiers 160 qui est 32 fois 5, donc qui a comme diviseur 2, comme diviseur premier 2 et 5, et l'entier 77 qui a 7 fois 11, donc des entiers qui sont premiers entre eux. Et on va voir comment, étant donné deux entiers premiers entre eux, comme 160 et 77, comment est-ce qu'on peut déterminer un couple UV tel que 160 fois U plus 77 fois V égale à 1. Alors bien sûr, ici, il s'agit d'un couple d'entiers relatifs. Au moins un des deux, soit U, soit V, va être négatif. Et en fait, il y en aura toujours un des deux négatif et l'autre positif. C'est pour ça que c'est dans ce théorème de Bezout qu'on voit que l'arithmétique, c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire dans Z. On n'aurait pas de théorème de Bezout, on n'aurait pas d'équivalent du théorème de Bezout si on avait considéré que des entiers positifs, hein. Il faut vraiment, ici, les entiers négatifs vont jouer un rôle crucial. Donc comment on fait? On va faire des divisions euclidiennes successives. De la façon suivante, on va prendre le plus grand des deux nombres, hein, donc entre 160 et 77, le plus grand c'est 160, qu'on va diviser par 77. Donc il y va deux fois, et il reste 6, donc 2 c'est le quotient, 6 c'est le reste. Et ensuite, on décale les valeurs qu'on a vers la gauche, c'est-à-dire maintenant le 77, on le place ici, le 6 ici, et on divise 77 par 6. Donc on va chercher combien de fois il y va 12 fois, et il reste 5. Donc ensuite, les nombres continuent de migrer vers la gauche, hein. Le 6 vient ici, le 5 vient ici, et on divise 6 par 5. Il y va une fois, il reste 1. Et si les entiers sont premiers entre eux, ce processus va à la fin aboutir à une relation où on aura un reste égal à 1. C'est le cas ici. Donc une fois qu'on a obtenu ce reste égal à 1, on va ce qu'on appelle remonter l'algorithme d'Euclide, hein. Le processus qu'on a fait s'appelle l'algorithme d'Euclide. On va le remonter en essayant d'exprimer 1. Ici, on voit que 1 il s'exprime en fonction de 6 et de 5, et on va essayer d'exprimer 1 en fonction de 160 et 77 pour trouver une relation de la forme 160U plus 77V égale à 1. Donc, on commence par isoler 1 ici, donc on fait passer le 1 fois 5 de l'autre côté, donc on a 1 égale 6 moins 1 fois 5. Et ici, on voit bien, hein, l'importance des nombres négatifs, parce que quand je fais passer de l'autre côté, bien sûr, les nombres positifs vont devenir des nombres négatifs. Donc on aura cette relation 1 égale 6 moins 1 fois 5. Ensuite, on va exprimer 5 en faisant passer le 12 fois 6 de l'autre côté. Donc 5, c'est 77 moins 12 fois 6. Et on remplace ici 5 par 77 moins 12 fois 6. Et on développe pour savoir combien de fois 6 et combien de fois 77. Et on trouve 1 égale 13 fois 6 moins 1 fois 77. Ensuite, on va exprimer 6, le 6 qui est ici, on va le remplacer par le 6 qui est là, ce 6 qui est là qui vaut 160 moins 2 fois 77. Donc ce 6, on peut l'exprimer en fonction de 160 et 77, et en faisant ça, on peut, en remplaçant ce 6 grâce à l'équation qui est là, on exprime finalement 1 comme 13 fois 160 moins 27 fois 77. Donc voilà comment on trouve ces entiers U et V. Alors bien sûr, il y a plusieurs solutions, hein, l'idée c'est ici de trouver une solution, de trouver un U et un V qui vérifie cette relation. Il existe, mais il est bien sûr pas du tout unique. On peut utiliser une méthode un peu accélérée avec une variante qui est que quand la division que l'on fait, elle nous donne un reste qui est proche de l'entier par lequel on divise. Alors, ce n'est pas le cas pour la première division, hein, 160, 2 fois 77, le reste que l'on trouve, il est, il est plus proche de 0 que de 77, hein, 6 est plus proche de 0 que de 77. Mais ici, on a fait une division, cette division-là par 6, quand on a trouvé 5, et 5 est plus proche de 6 que de 0. Quand on trouve un reste qui est plus proche du nombre par lequel on le divise que de 0, on peut dire qu'il y va une fois de plus en fait. Donc au lieu de dire qu'il y va 12 fois,
on dit qu'il y va 13 fois. Et donc on va écrire que 77 c'est 13 fois 6. Mais du coup on a un reste non pas égal à 5, mais un reste égal à moins 1. On a un reste négatif. C'est pour ça que cette méthode s'appelle la méthode des restes négatifs. Donc, mais l'avantage c'est que moins 1, nous on s'en fiche, de toute façon on va le faire passer de l'autre côté. Donc moins 1 c'est comme si on avait 1. Donc comment on fait passer cette relation? On peut l'écrire 1 égale 13 fois 6 moins 77. Et ensuite, on remplace simplement le 6 qu'on a ici avec la première équation, qui est que 6 donne 160 moins 2 fois 77. Et on voit que grâce à cette méthode, on a abouti au même résultat que précédemment, mais avec une étape de moins. Alors bien sûr, ici, on n'a qu'une seule étape de moins, mais peut-être que cette situation, elle aurait fait que si on avait ici 25 étapes, on aurait finalement à faire seulement 13 ou 14 étapes. Et ça aurait été, cette méthode, elle aurait été beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc on dit que le couple 13-27 qu'on a trouvé ici constitue une solution particulière de l'équation 160x plus 77y égale à 1. C'est une équation diophantienne, c'est-à-dire toujours une équation dont on cherche les solutions dans z croix z, c'est-à-dire que x et y ici, ce sont des nombres entiers. C'est pour ça qu'on fait de l'arithmétique. Cette équation, c'est ce qu'on appelle une équation affine. Qu'est-ce que c'est qu'une équation affine? C'est une équation dont on a une partie linéaire. Linéaire, ça veut dire qu'on n'a pas de x au carré, on n'a pas de y3, on n'a pas de xy, on n'a pas d'autre fonction qu'une constante fois x plus une constante fois y égale à 0. Ça serait une équation linéaire. Une équation affine, ça admet que ça puisse être égal à autre chose que 0, ici égal à 1. Donc, il existe une théorie générale de la résolution des équations affines qui consiste à trouver une solution particulière de l'équation sans second membre. Qu'est-ce qu'on appelle l'équation une solution particulière de l'équation avec second membre, ici c'est ce qu'on a fait, et on va la superposer, donc ici ça veut dire superposer, c'est-à-dire qu'on va l'ajouter, cette solution particulière, avec une solution générale de l'équation sans second membre. L'équation sans second membre, ou l'équation linéaire associée à cette équation affine, et consiste tout simplement à remplacer ce qu'on appelle le second membre, ça veut dire ce qui est de l'autre côté du signe égal, le remplacer par 0, et donc ici d'obtenir l'équation 160x plus 77y égale à 0. Alors on va voir que cette équation elle est très facile à résoudre à condition qu'on dispose du théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, eh bien, nous allons le démontrer maintenant. Il est très très simple, le théorème de Gauss. Alors il est très simple, bien sûr, une fois qu'on a démontré le théorème de Bezout. Le théorème de Gauss, il dit la chose suivante, il dit quel que soit A, B, C appartient à Z, mais bien sûr on va surtout les utiliser dans Z privé de 0 pour que le PGCD il ait un sens. Si A divise le produit BC et si A est premier avec un des deux termes du produit, en l'occurrence ici avec B, alors A divise l'autre terme du produit, ici C. Donc si A divise BC et que A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. La démonstration, elle est très simple. Soit ABC appartenant à Z, donc quand il y a quel que soit, on suppose qu'on a ça, donc on a vu beaucoup de démonstrations déjà de cette forme-là, il y a beaucoup de théorèmes qui s'écrivent quel que soit blablabla, si blablabla, alors blablabla. Donc qui font des démonstrations, soit blablabla, supposons blablabla, montrons blablabla. Supposons que A divise BC et que le PGCD de A et de B est égal à 1. D'après la relation de Bezout, puisque le PGCD de A et de B est égal à 1, il existe U et V tel que AU plus BV égale à 1. U et V appartenant à Z. Maintenant, tout simplement, on va multiplier cette égalité, on va la multiplier par C. Donc on a que C fois 1, c'est égal à C, c'est égal à tout ça multiplié par C. Et donc, ça fait AUC plus BCV. En utilisant les propriétés de stabilité de l'idéal AZ, on voit bien que ça c'est un multiple de A, puisque c'est A fois quelque chose, c'est A fois UC, et UC il appartient à Z. Donc ça appartient à l'idéal engendré par A, à Z. Et BC, pourquoi BC appartient à l'idéal engendré par A? C'est ici parce que A divise BC, ça veut dire que BC c'est un multiple de A.
Ouais, c'est toujours cette idée, hein, c'est l'idée fondamentale de l'arithmétique. Machin divise truc, c'est pareil que truc est un multiple de machin. Donc ici, BC est un multiple de A. Donc ici, on utilise les propriétés de l'idéal de l'ensemble des multiples de A. Donc finalement, on voit que c'est un multiple de A, puisque c'est la somme de deux multiples de A. Donc on en déduit que C est un multiple de A, c'est-à-dire que A divise C, et A divise C, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc grâce à ce théorème de Gauss, on va maintenant pouvoir s'intéresser à l'équation sans second membre, l'équation linéaire associée à l'équation diophantienne qui nous intéressait, 160x plus 77y égale à 0. Alors comment on résout cette équation? Très simplement, on va faire passer une des deux parties de l'autre côté pour obtenir par exemple moins 160x égale 77y. Et maintenant, on va utiliser le théorème de Gauss pour dire la chose suivante, que si on a un couple xy qui appartient à z croix z et qui vérifie cette équation, alors on en déduit de ça que x divise, on va en déduire que 77 divise moins 160 fois x, mais 77 est premier avec moins 160, puisque 77 est premier avec moins 160, et que 77 divise le produit moins 160 fois x, alors 160 divise x. Qu'est-ce que ça veut dire que 77 divise x? 77 divise x, ça veut dire que x, ça veut dire qu'il existe k tel que x égale 77k. Donc ça veut dire que x, il a la forme de 77k. Et donc si x égale 77k, on remplace ici x par 77k, on simplifie par 77, on obtient immédiatement que y c'est égal à moins 60 fois k. Donc on voit que si un couple xy est une solution de cette équation, alors il est forcément de cette forme, c'est-à-dire il appartient à cet ensemble défini par des paramètres. Mais la réciproque est complètement évidente, que si un élément est de cette forme-là, on peut remplacer x par ça, y par ça, et voir que l'équation qui est là, elle est automatiquement vérifiée. Donc, l'ensemble qui est là, c'est bien l'ensemble des solutions de cette équation. D'après le théorème de superposition, hein, on voit que à partir de cet ensemble-là et du couple ici 13 moins 27, qui est une solution particulière de l'équation qui est ici, l'équation avec un second membre, on trouverait la solution générale de l'équation avec second membre, qui serait tout simplement cet ensemble plus cette solution particulière. C'est-à-dire l'ensemble des éléments qui s'écrirait ici 13 plus 77k, virgule, moins 27, moins 160k. Et ça, ce serait la solution générale de l'équation diophantienne 160x plus 77y égale à 1. Alors on verra ça en détail dans l'exercice 10 où on va traiter les équations diophantiennes linéaires et affines. Voilà pour cette deuxième partie, hein, donc il y aura un certain nombre d'exercices à faire et je vous retrouve bientôt pour la troisième partie.